Mes chers élèves, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mai et je voudrais aborder avec vous une nouvelle séance, plus exactement celle que vous voyez sur votre droite, la séance 6 consacrée à la rencontre des sirènes. Donc, avant toute chose, vous prenez vos affaires s'il vous plaît, comme si vous étiez en classe, vous sortez votre cahier de français et vous notez donc ce titre que vous avez à droite, séance 6, la rencontre des sirènes. Alors, comme cela fait un petit moment que l'on n'a pas abordé de texte d'Homère, puisque je vous rappelle qu'on a fait une parenthèse grammaticale sur les expansions du nom, eh bien regardez, je représente sur votre écran le bateau d'Ulysse, d'accord, qui va petit à petit se déplacer sur l'écran de péripétie en péripétie, d'aventure en aventure. Première aventure, donc Ulysse rencontre les lotophages, vous vous en souvenez, donc c'est au large de la Tunisie. Donc petit à petit, le bateau avance, c'est-à-dire qu'en fait il dérive plutôt qu'il avance, puisque vous savez que Ulysse est ballotté par les flots. Deuxième aventure qui nous intéresse, donc Ulysse rencontre le cyclope Polyphème. Vous voyez que pour chaque aventure, je vous montre une image. Ici, c'est une image donc qui est extraite, donc c'est un détail d'une coupe laconienne qui a été donc réalisée en 1560-1550 avant Jésus-Christ. Voilà, vous vous souvenez de cette rencontre avec le cyclope. Sur l'image, ce que l'on voit, ce sont les compagnons d'Ulysse qui crèvent l'œil du cyclope. On avance encore petit à petit avec Ulysse, on suit Ulysse dans ses pérégrinations et donc on se retrouve au large de l'Italie. Ulysse va rencontrer la fameuse Circé, la déesse magicienne, d'accord, qui va lui venir en aide après avoir transformé ses compagnons en cochons ou en porcs. Ça va, donc on a déjà ici 3 aventures distinctes. Nous n'avons réellement abordé que 2 aventures, celle du Cyclope et celle de Circé. Ensuite, on avance, on continue à avancer, et donc là, que se passe-t-il? Ulysse va donc se heurter à de nouvelles péripéties. Ulysse va rencontrer les sirènes. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de vous montrer finalement, vous voyez le bateau d'Ulysse que vous voyez se déplacer. Ce bateau en fait est une découpe d'une miniature médiévale que vous découvrez pour la première fois, la voici. Il s'agit d'une miniature intitulée Ulysse séduit par les sirènes. Elle est extraite du roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure, vers 1340-1350 après Jésus-Christ bien sûr, car il s'agit d'un manuscrit médiéval comme le montrent les Écritures. Ça va? Donc vous voyez, j'aborde ici, on va dire, un lot de péripéties, un cycle de péripéties, depuis les lotophages jusqu'aux sirènes. Vous savez qu'il y a d'autres textes que nous aurons l'occasion d'aborder, notamment la rencontre de Charybde et Scylla. Ça va? C'est clair? Alors, pour éviter d'abîmer vos yeux parce que vous êtes trop souvent devant des écrans, je vais vous demander d'ouvrir votre manuel de français aux pages 128-129. Vous allez rencontrer le texte consacré donc aux sirènes, d'accord, le texte d'Homère qui est relativement court, donc c'est pratique pour l'analyse de ce texte, ça ira beaucoup plus vite, du moins je l'espère. Alors, je vais vous lire ce texte-là. Vous avez 2 possibilités. Ou bien vous le suivez sur votre manuel, d'accord, pour protéger un peu vos yeux, ou bien vous lisez le texte avec moi à l'écran. Les sirènes. Ulysse et ses compagnons devenus hommes ont repris la mer. En avant. C'est toujours Ulysse qui raconte l'histoire, hein. Je m'adressais à mes compagnons. Certes, il ne faut pas que l'un ou même 2 d'entre vous sachent ce que m'a prédit la divine Circé, mais je veux tout vous dire afin que nous mourions en connaissance de cause, ou qu'évitant le danger, nous puissions échapper à la mort et au destin. Le premier conseil de Circé est d'éviter la voix ensorcelante des sirènes. À moi seul, elle donne la permission de les entendre. Mais il faut que je sois attaché par de robustes liens et qu'immobile et droit, je reste fixé au pied du mât. Et si je vous prie de me détacher, vous devrez resserrer mes liens. Soudain, le vent tombe et le calme plat s'établit sur les flots qu'un dieu est venu endormir. Alors, avec mon épée de bronze, je découpe un grand rond de cire que je découpe en petits morceaux et malaxe dans mes mains. Ainsi chauffée par mes doigts puissants, la cire s'amollit vite. Puis, je bouche les oreilles de tous mes compagnons avec cette cire, et eux me lient les bras et les pieds et m'attachent au mât. Assis sur les bancs de leurs rames, ils frappent les flots écumeux.
Nous passons en vitesse, mais notre navire rapide qui les frôle de près n'échappe pas aux sirènes. Elles entonnent leur chant mélodieux. Viens, viens, Ulysse, si célèbre, gloire des Achéens, arrête ton navire pour écouter notre voix. Jamais un noir vaisseau n'a doublé notre cap sans écouter les doux sons qui sortent de notre bouche. Puis les marins s'éloignent, heureux et pleins de savoir, car nous savons tous ce qu'à Troie les Grecs et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux et tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Elles chantaient ainsi, faisant résonner leurs belles voix, et mon cœur se remplissait du désir de les entendre. Je fronce les sourcils pour faire signe à mes compagnons de me détacher, mais se courbant en avant, ils continuent à ramer, tandis que 2 d'entre eux me résistent et resserrent mes liens. Nous dépassons les sirènes et bientôt nous n'entendons plus leur voix ensorcelante. Alors mes fidèles compagnons se hâtent d'enlever la cire qui bouchait leurs oreilles et de détacher mes liens. Homère, l'Odyssée, chant 12, traduction et adaptation de, je pense que c'est Christian ou Christophe Bertagna. Alors, notre cours d'aujourd'hui va s'organiser autour de 3 axes que je vais vous montrer sur la droite. Dans un premier temps, nous allons travailler sur l'aventure maritime. Donc en fait, le grand 1 va s'appeler une aventure en mer. Dans un deuxième temps, j'aborderai donc l'épreuve que doit vivre Ulysse. C'est pour ça que le grand 2 s'intitulera une mise à l'épreuve. Enfin, je m'intéresserai précisément à ce que disent les sirènes, d'accord, au chant lui-même. Donc le grand 3 s'intitulera le chant des sirènes. Allez, en avant. Donc vous allez commencer par marquer grand 1, une aventure en mer. En avant. Alors, vous voyez donc à l'écran qu'il y a 3 questions que nous allons traiter dans ce grand 1 intitulé une aventure en mer. Première question, comment fonctionne le bateau d'Ulysse? Deuxième question, quels sont les rôles de chacun à l'intérieur du navire? Et troisième question, donc qui n'est pas une question mais une injonction, relève le champ lexical de la mer et de la navigation. Alors, comment fonctionne le bateau d'Ulysse? J'ai envie de dire que c'est pas tant le texte ici qui est intéressant, mais ce qu'il y a autour du texte, c'est-à-dire vos connaissances de l'époque. D'après vous, regardez, vous avez ici une image, donc une mosaïque. Je reviendrai sur le commentaire de cette image la prochaine fois, d'accord, un peu plus tard. Dites-moi, quand on regarde cette image-là, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du fonctionnement du bateau d'Ulysse? Regardez, déjà, on constate effectivement que nous avons ici ce qu'on appelle une voile. Bon, et là, qu'est-ce que l'on voit représenter? On voit des rames. Donc, c'est un bateau qui fonctionne à la fois, qui fonctionne à partir de 2 types de traction. Une traction qu'on pourrait qualifier de manuelle avec les rames, d'accord, à la force du poignet, et une traction qui, elle, est liée aux énergies renouvelables, le vent. Bon, donc, vous voyez, au niveau du fonctionnement, on pourrait déjà parler de cela. On pourrait aussi expliquer finalement ce que font les hommes à l'intérieur d'un bateau. Alors, pour l'instant, regardez, je vous propose la réponse suivante. Comment fonctionne le bateau d'Ulysse? Donc évidemment, il est très différent du nôtre, d'accord, puisque nous, les bateaux sont des bateaux à moteur, des moteurs à essence en général, d'accord. Donc le bateau d'Ulysse est un bateau à voile et à rame. Quand il y a du vent, les marins déploient la voile qui se gonfle et le bateau poussé par le vent peut avancer, d'accord. Quand il n'y a pas de vent, les marins roulent la voile et la rangent dans le bateau. Ils doivent alors ramer à la force de leurs bras pour faire avancer le navire. Ça va? Donc ça, c'est la réponse que j'attends de votre part à la question « Comment fonctionne le bateau d'Ulysse ?» Alors pour l'instant, ne notez rien parce que je vais essayer de voir si je ne peux pas vous simplifier le travail, d'accord? Donc pour l'instant, ne notez rien. Ensuite, regardez. Vous avez une deuxième question qui vous est posée. Quels sont les rôles de chacun à l'intérieur du navire? Quand je dis chacun, regardez, vous avez bien sûr donc le personnage central de la mosaïque, c'est Ulysse qui est attaché au mât, vous l'avez reconnu. Donc évidemment, celui-ci va endosser le rôle de capitaine. Ce sera le capitaine du navire. Et les autres seront donc des marins qui obéiront aux ordres. Ça va? On pourrait imaginer aussi que quelqu'un tienne le gouvernail. Le gouvernail permet au navire d'avancer donc en fonction des directions que l'on souhaite. Ça va? Donc je vais enlever donc le cache pour vous montrer la réponse que j'attends.
Donc, les compagnons d'Ulysse ont tous un rôle dans le bateau. Il y a les rameurs assis sur leur banc à la file qui frappent de leur rame en cadence les flots. C'est une formule du texte. Et Ulysse a le rôle de capitaine car c'est lui qui donne les ordres. Donc on verra tout à l'heure, pour l'instant vous ne notez rien, on verra donc ce que l'on va retenir de ce grand 1. Ça va ? Ensuite, il fallait relever le champ lexical de la mer et de la navigation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical ? Un champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui se rapportent au même thème ou à la même notion. Donc, par exemple, si je vous dis le champ lexical de la mer, à l'intérieur, je peux avoir, écume, poisson, sable, coquillage. Si je parle du champ lexical de la peinture, je vais avoir gouache, huile, térébenthine, toile, fusain. Donc, le champ lexical, je répète, ensemble des mots qui gravitent autour de la même notion. Alors, voici donc le texte. Je suis revenu au texte pour trouver avec vous les termes qui ressortissent au champ lexical de la mer. En avant, donc on lit assez rapidement en diagonale pour repérer tout cela. Donc au départ, on a évidemment Circé qui est évoqué, d'accord, j'y reviendrai. Les robustes liens font référence en fait au bateau. On poursuit avec le mât ici aussi. Ensuite, le calme plat. Que signifie le calme plat ? Le calme plat, c'est lorsque la mer n'a pas de vagues, d'accord ? Le mot flot fait référence aussi à la mer, en avant. On continue. Est-ce que vous voyez autre chose ? On retrouve le mât qui est ici, d'accord ? Les flots écumeux ici. On poursuit. Le noir vaisseau dont parlent les sirènes, un vaisseau, c'est un bateau. Je poursuis. Les marins désignent donc les matelots, les compagnons d'Ulysse. On continue. Est-ce que vous voyez autre chose concernant le champ lexical de la mer ? Alors, vous avez effectivement ici, il continue à ramer. Le verbe ramer fait donc référence au bateau. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc, on résume. On reprend. Nous avons dit pour le champ lexical de la mer, on a donc robuste lien, les mâts, le calme plat, les flots qu'on retrouve ici avec les flots écumeux, le mât qu'on retrouve ici aussi, le noir vaisseau, c'est-à-dire le bateau, les marins, et ensuite j'aurais pu simplement prendre le verbe ramer ici, je vais me corriger, voilà, et donc je prends le verbe ramer. C'est bon ? Donc on va noter ces mots-là dans l'espace prévu à cet effet. On va les noter. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on fait un travail à l'oral et ensuite on prendra des notes. Alors nous y voici. Je reviens donc à la page consacrée au grand 1, une aventure en mer. Et donc ici, je vous montre la réponse que j'attends. Donc relève le champ lexical de la mer et de la navigation. Il y a de nombreux termes de marine. Donc on a l'île, le mât, les cordes, la rame, le navire, les flots, l'écume, le vaisseau, les marins et le calme plat. Tous ces termes-là, effectivement, ont une relation avec la mer. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est plutôt que de noter cette réponse-là qui est quand même assez longue. Je vais vous dicter un petit texte pour le grand 1 et l'aventure en mer. D'accord ? Il faut que vous vous habituiez effectivement à prendre un texte sous la dictée. Alors en avant, je dicte. Vous avez marqué grand 1. Je n'y reviens pas. Donc, qu'est-ce qu'on va noter maintenant ? On note l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère est un poème. Donc, je dicte, vous n'avez même pas besoin de regarder l'écran. L'Odyssée d'Homère est un poème. L'Odyssée d'Homère est un poème sur la Méditerranée. Attention à l'orthographe du mot Méditerranée. L'Odyssée d'Homère, 2 R. Donc l'Odyssée d'Homère est un poème sur la Méditerranée. L'Odyssée d'Homère est un poème sur la Méditerranée. Point. Ulysse est le capitaine d'un navire. Ulysse est le capitaine d'un navire. Donc je répète, l'Odyssée d'Homère est un poème sur la Méditerranée. L'Odyssée d'Homère est un poème sur la Méditerranée. Ulysse est le capitaine d'un navire. Ulysse est le capitaine d'un navire.
Et la plupart des textes de l'Odyssée, et la plupart en deux mots, hein, et la plupart des textes de l'Odyssée se fondent, et la plupart des textes de l'Odyssée se fondent sur le champ lexical de la mer. Alors pas tous évidemment, hein. Donc je répète, et la plupart des textes de l'Odyssée se fondent sur le champ lexical de la mer. En tout cas les textes les plus importants, hein. Ça va ? C'est clair pour tout le monde? Je ne vais pas me répéter parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo. Vous pouvez très bien faire pause dans cette lecture de l'enregistrement et revenir un peu en arrière si vous en avez besoin. Ça va donc pour le grand 1, vous voyez, je vous ai épargné de copier les réponses que j'ai apportées à chacune des questions. Allez, on poursuit. Alors on pourrait finalement reprendre le dernier travail que nous avons fait sur le champ lexical de la mer et en fait placer un certain nombre de mots importants sur la mosaïque que vous voyez représentée sur votre droite. Donc je vais vous montrer, je vais grossir cette mosaïque-là et on va placer les différents mots que nous avons relevés. En avant. Voici donc la mosaïque qui, je vous donnerai les références de cette mosaïque-là, il n'y a aucun problème. Voici donc une mosaïque qui aujourd'hui se retrouve au musée de Tunis, d'accord? Donc on va placer, on a dit, des termes relatifs au champ lexical de la mer. Le premier terme qu'on pourrait placer, par exemple, c'est le terme vaisseau. Un vaisseau, le mot vaisseau est en fait synonyme de navire, sauf que le vaisseau désigne quand même on va dire un bateau imposant. Premier terme. Le deuxième terme que l'on pourrait placer, c'est le terme mât. Regardez, attention, le mot mât s'écrit avec un accent circonflexe, d'accord? Sinon, attention aux homonymes. Si vous écrivez mât, M-A-T, sans accent circonflexe, ça veut dire mat, c'est-à-dire une couleur qui est le contraire de lumineuse. C'est bien clair? Donc, attention aux homonymes. Ici, le mât, en fait, désigne donc, ce qui permet de soutenir la voile. Je poursuis. Vous avez ensuite les rames, d'accord? Et le verbe ramer qui est utilisé aussi dans le texte d'Homère. Vous voyez, les rames sont représentées en bas, effectivement, en bas donc de la mosaïque. Donc on a pour l'instant trois mots, le mât, le vaisseau, les rames. Un autre terme qui est utilisé aussi par Homère, ce sont les marins. Vous voyez qu'on va représenter ici avec leur bouclier. Les marins, évidemment, se chargent de ramer lorsque c'est nécessaire. Donc, un autre terme encore. Voilà, on vous parle à un moment donné des flots écumeux. Quel mot reconnaissez-vous dans le terme écumeux? Vous reconnaissez ce qu'on appelle l'écume. L'écume, c'est la mousse blanche que provoquent les vagues lorsqu'elles déferlent, d'accord? Donc les flots écumeux. Et le mot flot est un synonyme pour désigner effectivement les vagues. Vous voyez qu'ici nous avons créé une arborescence de mots que nous avons placés autour de la mosaïque. Est-ce que j'en ai terminé? Non, il me manque les cordes. Alors le cordage est très important dans la navigation de l'époque parce que c'est le cordage qui permet de soutenir les mâts et qui permet aussi de soutenir les voiles. C'est aussi, pensez aux bateaux de pirates, le cordage qui permet aux matelots par exemple de grimper jusqu'en haut du mât pour observer donc les terres lointaines. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc si je reprends tout ça, on a dit rapidement le vaisseau, le mât, les rames, les marins, les flots écumeux et enfin les cordes. Alors sachez qu'il y a une foultitude de termes relatifs à la marine. Par exemple, l'année dernière en classe de 5e, lorsque j'ai travaillé effectivement le mythe de Robinson de l'île déserte, j'ai eu l'occasion d'aborder la question du vocabulaire de la marine et en fait c'est incroyable. Vous avez des noms absolument pour tout. Toutes les voiles d'un bateau ont un nom particulier. Les mâts ont aussi un nom. Par exemple, le mât central est appelé le mât de misaine. On parle de petit perroquet pour la voile, de grand perroquet, du mât de hune, etc., etc. En fait, il y a énormément de termes. Je pense que vous, étant donné en plus que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'apprendre la langue française parce que vous êtes espagnol à l'origine ou catalan, d'accord? Donc c'est pas la peine que je vous abreuve d'un vocabulaire dont vous n'aurez absolument pas besoin à l'avenir. Hein. C'est uniquement pour des questions culturelles. Allez, on poursuit. Alors, vous allez maintenant sauter une ligne, donc, après avoir noté le petit résumé du grand 1, vous sautez une ligne et vous marquez grand 2, une mise à l'épreuve. Voici donc les questions que nous allons traiter maintenant. Les questions que nous allons traiter sont les suivantes. Première question, qui aide Ulysse au début du passage et de quelle manière?
Deuxième question, comment le charme des sirènes s'exerce-t-il? Troisième question, en fait qui correspond à la question 6, quel dispositif le héros met-il en place pour échapper au péril des sirènes? Alors commençons par la première question. Qui aide Ulysse au début du passage et de quelle manière? Est-ce que vous vous en souvenez? Regardez un petit peu. En général, quand j'utilise des images sur un support numérique, c'est jamais le fruit du hasard, d'accord? Donc vous avez déjà la réponse sur la page. Évidemment, vous avez raison. Très bien, Nicolas. C'est Circé, c'est la déesse Circé qui va aider Ulysse donc à franchir, donc à dépasser cette épreuve des sirènes. C'est elle qui va aider Ulysse, d'accord? On le sait au début du passage. Tenez, je vais vous relire le passage. Alors en avant, un peu de lecture. Je m'adressais à mes compagnons. Certes, il ne faut pas que l'un ou même deux d'entre vous sachent ce que m'a prédit la divine Circé. Mais je veux tout vous dire afin que nous mourions en connaissance de cause ou qu'évitant le danger, nous puissions échapper à la mort et au destin. Le premier conseil de Circé est d'éviter la voix ensorcelante des sirènes. À moi seul, elle donne la permission de les entendre. Mais il faut que je sois attaché par de robustes liens et qu'immobile et droit, je reste fixé au pied du mât. Et si je vous prie de me détacher, vous devrez resserrer mes liens. Ça va ? Donc on est bien d'accord que c'est Circé qui aide Ulysse au début du passage, d'accord? Regardez, je vous lis ce que j'ai noté ici. C'est Circé qui aide Ulysse en l'avertissant des dangers qui l'attendent et en lui donnant de nombreux conseils pour éviter d'être victime des sirènes. Alors dans cette version de l'Odyssée que vous avez, dans la version de votre manuel, les conseils ont été biffés, c'est-à-dire qu'on n'a pas le texte intégral, d'accord? C'est une adaptation qui a été faite de l'Odyssée pour les enfants. Deuxième question. Comment le charme des sirènes s'exerce-t-il? Alors, c'est intéressant ça. Je vous écoute. Eh bien, vous savez, parce que vous l'avez lu, que les sirènes attirent en fait les compagnons d'Ulysse en chantant et qu'ensuite elles dévorent ses compagnons. Alors, là encore, si vous voulez, vous connaissez la légende, mais dans le texte, l'action de dévorer ne figure pas. Donc, effectivement, regardez ce que j'attendais de votre part. Donc, les sirènes charment les marins grâce à leur chant mélodieux. Elles les attirent, elles les dévorent. Ce sont des enchanteresses. Alors, dites-moi, c'est quand même étonnant parce que ce n'est pas la première fois qu'une créature dans l'Odyssée charme les compagnons d'Ulysse à l'aide du chant. Avant les sirènes, il y avait qui? Eh bien, effectivement, vous avez raison. Il y avait aussi Circé. Donc, en fait, Circé, souvenez-vous, charmait les compagnons d'Ulysse en chantant. Elle tissait une toile et en même temps chantait. Et Euryloque, d'ailleurs, nous parle du doux chant de Circé. Du coup, les compagnons d'Ulysse se laissent séduire et sont transformés ensuite en pourceaux, comme vous le savez. Et que font les sirènes? La même chose. Elles font exactement la même chose. Elles chantent de manière très très mélodieuse et donc attirent les compagnons d'Ulysse. Ça va? Allez, on poursuit. La question 6. Quel dispositif le héros met-il en place pour échapper au péril des sirènes? Alors, est-ce que vous vous en souvenez? Comment fait-il? Donc, effectivement, il va être attaché au mât central du navire. Il demandera d'ailleurs à ce compagnon de bien serrer les liens pour écouter le chant des sirènes sans être tenté de les rejoindre. Donc, c'est effectivement ceci que j'attends. Regardez, je vous montre la réponse et je vais vous la lire. Ulysse malaxe de la cire et embouche les oreilles de ses compagnons pour qu'ils n'entendent pas le chant des sirènes. Lui seul se fait attacher au mât pour pouvoir les écouter sans avoir la possibilité de les rejoindre. Je répète cette réponse. Donc, Ulysse malaxe de la cire et embouche les oreilles de ses compagnons pour qu'ils n'entendent pas le chant des sirènes. Lui seul se fait attacher au mât pour pouvoir les écouter sans avoir la possibilité de les rejoindre. Ça va? Alors, pour ce grand 2, je vais donc vous dicter un élément de réponse qui résume l'ensemble des questions que nous avons traitées. Donc, en avant, on note. Comme Circé, les sirènes, donc comme Circé, virgule, les sirènes charment, du verbe charmer, CH, comme Circé, les sirènes charment les hommes avec leur voix. Comme Circé, les sirènes charment les hommes avec leur voix. Point. Je répète. Comme Circé, les sirènes charment les hommes avec leur voix.
point. Ulysse échappe à ces créatures. C'est avec un C, hein, c'est un démonstratif, hein, celle-ci. D'accord? Déterminant démonstratif. Ulysse échappe à ces créatures. Ulysse échappe à ces créatures en se faisant attacher. Ulysse échappe à ces créatures en se faisant attacher au mât du navire. Je répète, Ulysse échappe à ces créatures en se faisant attacher au mât du navire. Ça va? Je répète ce que j'attends de votre part pour le grand 2. Comme Circé, les sirènes charment les hommes avec leur voix. Ulysse échappe à ces créatures en se faisant attacher au mât du navire. Alors, si vous vous souvenez bien, donc regardez un petit peu sur votre gauche, en fait, le bateau sur lequel Ulysse est attaché avec les marins, c'est en fait le détail d'une mosaïque qui est beaucoup plus grande. Comme vous pouvez le voir sur la droite, effectivement, eh bien, j'ai coupé à un moment donné des créatures qui sont sur le côté. D'accord? On va s'intéresser d'ailleurs tout à l'heure à ces créatures. Donc, je vous donne maintenant la référence de cette mosaïque qui s'intitule Ulysse résistant aux sirènes. C'est une mosaïque romaine du IIIe siècle après Jésus-Christ, que l'on trouve au Musée national du Bardo à Tunis. Donc, d'abord, je vais vous parler de la mosaïque. Déjà, regardez, sur votre gauche, vous voyez, on voit un petit groupe ici, un petit groupe donc de touristes observant la mosaïque. Qu'est-ce qu'on constate? On constate en fait que la mosaïque n'est pas un tableau. En fait, si vous partez du bas, la deuxième mosaïque représente effectivement celle qui nous intéresse. Et comme vous voyez, c'est une mosaïque qui n'est pas complète. En fait, sur le côté droit, effectivement, il y a des morceaux de la mosaïque qui ont disparu. Alors, si vous regardez attentivement sur la droite maintenant, vous avez une définition de la mosaïque que vous trouvez aussi sur votre manuel. Hein. J'ai fait une capture donc de la définition qui existe sur votre manuel. Je vais vous la lire. Qu'est-ce qu'une mosaïque? Dans le domaine du décor, l'art romain accorde une place de choix à la mosaïque disposée sur les plafonds, les parois, mais surtout au sol. Cette technique consiste à créer des compositions à base de petits cubes de pierre de différentes couleurs ou plus rarement de briques ou de pâtes de verre appelées tesselles. Les tesselles sont disposées sur une préparation de mortier frais qui se solidifie en séchant. Cette technique héritée des Grecs a tout d'abord un rôle pratique. Les surfaces ainsi couvertes sont solides et peuvent être lessivées plus aisément. Les sujets sont puisés dans la mythologie mais aussi dans les scènes quotidiennes. Voilà, donc c'est un extrait du magazine en ligne du Grand Palais du 8 juin 2010. Voilà, donc en fait la mosaïque, on est bien d'accord, ce n'est pas une peinture, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas parce que j'ai mis un cadre noir que c'est un tableau. Non, ce n'est pas un tableau. En fait, j'ai pris simplement des éléments de cette mosaïque sur lesquels j'ai attiré votre attention. Alors justement, j'aimerais attirer maintenant votre attention sur cette créature que vous voyez ici. La créature que vous avez donc sur votre droite représente quoi? Regardez bien. Donc déjà, je vois en fait une paire d'ailes. D'accord? Des pattes que l'on pourrait qualifier comme des pattes d'oiseau. Donc c'est une créature qui est hybride. Pourquoi? Parce que nous avons un corps de femme, des ailes et des pattes d'oiseau. Parfait. Que fait cette créature? Cette créature est en train de regarder Ulysse et les compagnons d'Ulysse. Est-ce qu'elle est seule? Non, il y a une autre créature à côté qui lui ressemble. Parfait. On voit bien en fait que ces créatures-là sont sur la berge. En fait, elles sont séparées du vaisseau d'Ulysse par un bras d'eau. Que tient dans la main cette figurine? Elle tient vraisemblablement une sorte de flûte, un instrument de musique. Donc vous l'avez deviné, en fait il s'agit de quoi? Il s'agit, oui absolument Greta, il s'agit d'une sirène. Et ma question est la suivante, est-ce que vous vous imaginez les sirènes de cette manière-là? Est-ce que vous imaginez effectivement des sirènes avec des ailes et des pattes de poule? Non, évidemment non, parce que vous avez l'idée de la sirène, c'est-à-dire du poisson-femme, de la femme-poisson. Et effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a eu la sirène d'Andersen, il y a eu plein de légendes autour de ces sirènes-là, et en fait, cette image de la sirène-poisson a finalement pris le pas sur l'autre image, qui est plus authentique, de la sirène-oiseau. D'accord? Mais pour les Grecs de l'époque, les sirènes étaient avant tout des femmes-oiseaux et non pas des femmes-poissons.
Ça va? C'est clair? Donc, on travaillera de toute façon au cours d'une prochaine séance sur la relation entre ces deux images du mythe de la sirène. Hein. On aura l'occasion de comparer deux tableaux qui illustrent le passage de l'Odyssée. Allez, je continue. Alors, dans le texte d'Homère, on vous dit à plusieurs reprises, effectivement, on l'a vu, que ces sirènes ont une voix mélodieuse, qu'elles chantent de manière très agréable. Finalement, regardez, c'est assez logique d'associer la sirène à un oiseau, parce que je sache, un poisson ne chante pas. Et oui, alors qu'un oiseau, oui, peut chanter, d'accord? Donc un oiseau peut avoir un chant harmonieux, un chant agréable. Conséquemment, c'est assez logique de rapprocher la sirène de l'oiseau plutôt que du poisson. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le chant en tant que tel. Quand on parle de chant, on peut parler de deux choses. On peut parler de la mélodie, c'est-à-dire en fait de la musicalité, d'accord? De la hauteur des sons, tout simplement. Mais quand on parle de chant, on peut aussi parler de texte. Et ma question est la suivante. Est-ce que finalement les sirènes ne sont pas en train de dire quelque chose à lui? Est-ce qu'elles se contentent de fredonner une musique ou est-ce que réellement elles formulent des paroles? Et la réponse, elle est évidente. Ma question est rhétorique. Ces sirènes vont parler. Elles vont en fait chanter un texte. Mais alors dites-moi, les sirènes vont donc chanter un texte, et on va lire d'ailleurs le texte puisqu'il est reproduit par Homère. Mais justement, est-ce qu'il n'existe pas dans l'Antiquité une personne qui chantait de manière harmonieuse des textes? Eh bien, c'est précisément la Aède, c'est-à-dire en fait l'individu qui composait des vers sur les exploits des guerriers et qui les chantait sur des places publiques. Donc on pourrait établir comme une sorte de parallèle entre la sirène qui va charmer les compagnons d'Ulysse et le poète Homère qui va charmer les lecteurs que nous sommes. Allez, on poursuit. Alors, vous allez marquer grand 3, le chant des sirènes, et je vais donc vous lire la question que nous allons traiter. Relève 3 adjectifs qualificatifs qui suggèrent le caractère fascinant des voix qu'entend Ulysse. Donc, regardez ce que j'ai noté. Homère parle de la voix ensorcelante des sirènes, de leur chant mélodieux et de leur belle voix. Cette question sur les adjectifs qualificatifs est liée au cours précédent que nous avons fait sur les expansions du nom, d'accord, en relation avec Circé la magicienne. Donc là, je vous ai pris, en fait, je n'ai pas répondu à la question. Regardez attentivement sur votre droite. Je n'ai pas repéré les adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce que j'ai repéré? Si je dis la voix ensorcelante des sirènes, leur chant mélodieux, leur belle voix, j'ai repéré ce qu'on appelle des groupes nominaux étendus, d'accord? Bon, je n'ai donc pas répondu à la consigne. Il aurait fallu que je repère uniquement à l'intérieur de chacun de ces groupes les adjectifs qualificatifs. Donc, quels sont ces adjectifs? Je vais les encadrer. Alors, je vous écoute. Par exemple, dans la voix ensorcelante des sirènes, où est l'adjectif qualificatif? Par exemple, Pau. Effectivement, c'est ensorcelante, je l'encadre. Très bien, on continue. Si je prends le groupe nominal étendu, leur chant mélodieux, où est l'adjectif qualificatif dans le groupe nominal étendu, leur chant mélodieux? Par exemple, je vais interroger Amaya, par exemple. Oui, c'est mélodieux, tu as raison, je vais l'encadrer de la même manière. Et le dernier groupe nominal étendu, c'est leur belle voix, d'accord? L'adjectif qualificatif facile, donc où est-il? C'est l'adjectif qualificatif belle. Parfaitement, Olivier, tu as raison. Je vais donc l'encadrer. Alors, on pourrait s'amuser maintenant à reconnaître d'autres mots derrière les mots. Par exemple, dans ensorcelante, qu'est-ce qu'on reconnaît comme mot? On reconnaît le mot sorcière, d'accord? Sorcière, ensorcelée, ensorcelante. Vous vous souvenez de la séquence 2 que nous avions faite sur Dame Trude, la sorcière Dame Trude de Grimm? Vous vous souvenez du vocabulaire de la sorcellerie qu'on avait travaillé? Donc vous retrouvez ce vocabulaire ici. Derrière l'adjectif mélodieux, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous reconnaissez le mot mélodie. Le mot mélodie qui désigne la musique. Ça va? C'est clair? Donc vous allez noter, vous allez marquer donc grand 3, le chant des sirènes, c'est fait. Et donc là, je vous dicte un élément de réponse. Vous marquez directement, voici 3 adjectifs qualificatifs. Voici 3 adjectifs qualificatifs. Voici 3 adjectifs qualificatifs qui suggèrent, c'est-à-dire qui font penser. Voici 3, sugerir en espagnol existe aussi, hein. Voici 3 adjectifs qualificatifs qui suggère le caractère fascinant des voix qu'entend Ulysse.
Donc je répète, voici trois adjectifs qui suggèrent le caractère fascinant des voix qu'entend Ulysse, et vous marquez ensorcelante, mélodieux et belle, d'accord? Je ne répète pas parce que vous pouvez faire pause dans l'enregistrement. Ça va? Alors, je vais vous lire maintenant le passage d'Homère qui se rapporte aux paroles des sirènes, au chant des sirènes, car le chant des sirènes repose sur un texte. Le voici ce texte, il est relativement long, je l'ai mis dans une bulle, vous voyez? Viens, viens Ulysse, si célèbre, gloire des Achéens, arrête ton navire pour écouter notre voix. Les marins s'éloignent heureux et pleins de savoir, car nous savons tout ce qu'à Troie, les Grecs et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux, et tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Alors, regardez la question qui figure sur la gauche. Que disent les sirènes? Que disent-elles? Que disent les sirènes? C'est-à-dire, en fait, comment s'y prennent-elles pour séduire les hommes, et notamment Ulysse? Donc déjà, regardez, je vais relire quand même cette bulle, parce qu'elle est courte. Viens, viens Ulysse, si célèbre, gloire des Achéens, arrête ton navire pour écouter notre voix. Les marins s'éloignent, heureux et pleins de savoir, car nous savons tout ce qu'à Troie, les Grecs et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux, et tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Si je prends l'expression, si célèbre, gloire des Achéens, que font les sirènes? En fait, ici, elles flattent Ulysse, d'accord? Elles flattent son orgueil. Je vous rappelle qu'Ulysse, quand même, est une personne très orgueilleuse qui ne peut pas s'empêcher lorsque lorsque l'aventure du Cyclope est terminée, de déclarer à Polyphème son nom. Alors qu'Ulysse avait dit à Polyphème qu'il s'appelait personne, souvenez-vous, mais par orgueil, eh bien, Ulysse veut que l'on sache que c'est lui, Ulysse, qui a vaincu le Cyclope. Donc là encore, les sirènes, que font-elles? Eh bien, elles titillent l'orgueil du personnage principal de l'Odyssée. Ça va? Donc, regardez, c'est un élément qu'on va pouvoir noter. Elles flattent. Les sirènes disent qu'elles apportent le savoir à ceux qui l'écoutent, car elles savent tout. Elles connaissent Ulysse et elles le flattent. Vous voyez ici, le mot flatter est important, je vais l'encadrer. Elles le flatte, voilà, je me corrige, elle le flatte, elle lui parle de ce qu'il a enduré pendant la guerre de Troie. Alors pourquoi est-ce que les sirènes parlent-elles de la guerre de Troie? Parce qu'en fait, grâce au stratagème d'Ulysse, c'est-à-dire le cheval de Troie, les Grecs ont gagné la bataille contre les Troyens. Donc c'est encore un moyen de flatter le personnage. Mais regardez ici, ce qui est important, c'est que dans la réponse, j'ai noté, les sirènes disent qu'elles apportent le savoir. Le mot savoir, elles savent tout, d'accord? C'est une dimension qui est très importante ici. Dites-moi, une créature maléfique qui prétend apporter le savoir et qui tente de séduire un être humain en disant que la connaissance est à portée de main. Ça vous rappelle rien? Vous êtes sûr que ça vous rappelle rien? Regarde, si jamais tu connaîtras le bien et le mal. Et évidemment, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous rappelle le péché originel qu'on a travaillé dans la séquence précédente. En fait, c'est exactement la même technique, la bonne vieille technique commerciale, du pied dans la porte. D'abord, on flatte le client et ensuite, on essaie de lui vendre ce qu'on a envie de lui vendre. Alors, sans plaisanterie à part, quand je dis que c'est la même technique, c'est que l'on prenne le péché originel dans la Bible ou ce passage d'Homère, dans les deux cas de figure, la sirène et le diable, que font ces deux créatures, elles vont flatter l'orgueil humain, d'accord? Le diable va dire par exemple à Ève, tu connaîtras le bien et le mal, tu seras l'égal de Dieu. Et la sirène, que dit-elle? La sirène dit, j'ai le savoir absolu, j'ai l'omniscience. Je sais non seulement ce qui s'est passé, mais je sais aussi ce qui va advenir. Tenez, je vous montre donc, je vais comparer ces deux-là de manière plus formelle. Je vais comparer, ces deux passages de manière plus formelle. Regardez, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Donc, évidemment, j'ai reproduit le détail de la sirène d'après la mosaïque tunisienne du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et j'ai aussi reproduit un détail, souvenez-vous, alors est-ce que ça vous parle ce dessin-là? On voit effectivement un corps de femme avec une queue de serpent sur un arbre. Ce détail, effectivement, tu as absolument raison Greta,
a été donc pris à la fresque de Michel-Ange qui se trouve à la chapelle Sixtine et qui donc représente le péché originel. Regardez, je compare les deux textes. Que dit donc le diable à Ève? Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et que dit la sirène à Ulysse? Viens, viens Ulysse, si célèbre gloire des Achéens, arrête ton navire pour écouter notre voix. Les marins s'éloignent, heureux et pleins de savoir, car nous savons tout ce qu'à Troie les Grecs et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux et tout ce qui arrive sur la terre nourricière. En fait, il y a deux choses importantes dans les paroles de la sirène comme dans celles du diable. C'est l'idée d'omniscience, c'est-à-dire le fait de tout savoir. D'accord? Regardez par exemple la sirène prétend qu'elle est dans les desseins de Dieu. Hein. Regardez donc tout ce qu'à Troie les Grecs et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux. Donc l'omniscience. Même chose quand le diable dit Dieu sait que, le diable se met donc à la place de Dieu, omniscience. Et en même temps, au-delà de l'omniscience, pour attirer les hommes, que font ces deux créatures? Ces deux créatures jouent sur la préscience. La préscience, c'est la connaissance de l'avenir, avec l'utilisation du futur de l'indicatif dans les paroles du diable. Donc, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Utilisation du futur de l'indicatif, pardon. Et pour ce qui est en fait de la parole de la sirène, c'est la fin qui est intéressante, d'accord? Donc, nous savons tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Autrement dit, ici, il est question d'avenir. Tout ce qui se produit, qu'il s'agisse de passé, de présent ou d'avenir. Ça va? C'est clair? Alors, on résume. Je vais laisser de côté la comparaison entre les sirènes et le diable. D'accord? C'est uniquement pour votre connaissance personnelle. Si vous le retenez, c'est bien. Si vous ne le retenez pas, c'est pas grave. Il est important, je crois, d'établir des liens entre les textes du programme, d'accord? Ça permet de rafraîchir votre mémoire. Vous allez noter pour le grand 3, donc vous marquez la question « Que disent les sirènes ?» et donc vous marquez la réponse que vous avez sous les yeux. Les sirènes disent qu'elles apportent le savoir à ceux qui l'écoutent, car elles savent tout. Omniscience, d'accord? Et omnipotence, c'est tout pouvoir. Hein? Omniscience et préscience. Les sirènes disent qu'elles apportent le savoir à ceux qui l'écoutent car elles savent tout. Elles connaissent Ulysse et elles le flattent. Hein. Entre parenthèses, illustre Ulysse. Elles lui parlent de ce qu'il a enduré pendant la guerre de Troie car c'est un sujet qui le touche personnellement. Je répète une dernière fois et ensuite vous marquerez pause parce que je ne veux pas perdre trop de temps à vous dicter un texte. Les sirènes disent qu'elles apportent le savoir à ceux qui l'écoutent car elles savent tout. Elles connaissent Ulysse et elles le flattent, illustre Ulysse. Elles lui parlent de ce qu'il a enduré pendant la guerre de Troie, car c'est un sujet qui le touche personnellement. Donc vous notez bien cela, s'il vous plaît, sur votre cahier de français, et je poursuis. Alors maintenant, j'aimerais en fait vous projeter un extrait du film que vous avez sur votre droite, que vous connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé, souvenez-vous, j'avais fait un montage d'images à partir de ce film pour travailler l'épisode de Polyphème, donc du cyclope à l'œil crevé. Donc vous connaissez ce film-là, vous savez que pour des raisons de droit d'image et pour des raisons de droit tout simplement, je ne peux pas diffuser le film intégralement, je ne peux pas faire ce que je veux avec ce film-là. Là aujourd'hui, je vais prendre une petite liberté qui est celle de vous diffuser un extrait extrêmement court d'1 minute 30, seulement 1 minute 30, donc un passage consacré aux sirènes. L'objectif, c'est de voir de quelle manière, effectivement, le réalisateur du film Ulysse avec Kirk Douglas, de quelle manière le réalisateur a envisagé le passage d'Homère. Comment est-ce qu'il a imaginé les paroles des sirènes. Donc, nous, on a vu que les sirènes, en fait, eh bien, attirent Ulysse, le séduisent en disant qu'elles ont tout le savoir, qu'elles savent tout non seulement sur ce qui s'est passé avec Troie, d'accord, la chute de Troie, mais aussi l'avenir. Hein, et c'est effectivement très séduisant de savoir quelqu'un peut nous lire l'avenir. C'est clair? Donc, cette omniscience et cette préscience est vraiment au cœur du passage. Est-ce que dans le film avec Kirk Douglas, on va avoir la même chose? Est-ce que le réalisateur va travailler de la même manière? C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc, vous allez écouter un petit extrait du film et je vous retrouve dans un petit moment. Allez, en avant!
Ulysse, Ulysse, reconnais-tu ma voix? Pénélope. Oui, c'est moi, Pénélope, ta fidèle épouse. Ton épouse qui t'attend depuis des années. Ton voyage est terminé. Te voilà revenu à Ithaque. Ithaque. Ne continuez plus de ramer. Je t'ai attendu des nuits et des jours. N'es-tu pas fatigué de parcourir les mers? Viens me rejoindre. Je t'attends, Ulysse. Tu es de retour à Ithaque. Nous sommes arrivés, arrêtez. Arrête-toi, Ulysse. Nous sommes arrivés à Ithaque. Nous sommes de retour. Père, m'entends-tu? Télémaque. Lorsque tu m'as quitté, je n'étais qu'un jeune enfant. Aujourd'hui, je suis un homme et je t'attends, Père. Reviens, je t'attends. Télémaque. Le royaume t'attend. Ton peuple te réclame. Reviens, Père. Ne t'abandonne plus. Ulysse, Ulysse. Détachez-moi, monstre. Je veux être détaché, ma femme et mon fils m'attendent. Restez avec moi. Voilà, donc vous voyez, c'est un extrait qui est très court. Je vous prie de m'excuser pour la qualité de l'image, c'est pas terrible, j'ai vraiment fait avec les moyens du bord, donc voilà, donc c'est déjà pas si mal, je pense. Le son est bon, c'est l'essentiel. Pourquoi c'est l'essentiel d'ailleurs? Parce que forcément on parle des sirènes. D'ailleurs, les sirènes évidemment sont liées à la voix, à leur voix mélodieuse. Sachez d'ailleurs que le mot charme en latin vient de Carmen Carminis, d'accord, qui au départ étymologiquement désigne quoi? Désigne la voix, désigne effectivement une incantation magique. Donc c'est vraiment sur le son qu'il faut polariser votre attention. Alors, est-ce que le réalisateur du film avec Kirk Douglas a finalement respecté le texte homérique? Eh bien j'ai envie de dire oui d'un côté et non de l'autre. Oui d'un côté, pourquoi? Parce que comme on s'en rend compte, effectivement, à la projection du film, les sirènes sont invisibles. De la même manière qu'elles sont parfaitement invisibles dans le texte d'Homère. Par exemple, regardez, qui vous indique que les sirènes sont des oiseaux dans le texte d'Homère? Rien. Qui vous indique que ce sont des poissons? Rien non plus. D'accord? C'est la raison pour laquelle, comme il y a un vide, si vous voulez, dans le texte homérique, c'est la raison pour laquelle, eh bien, les poètes se sont engouffrés dans ce vide-là pour imaginer des sirènes, d'accord, suivant au gré de leur fantaisie. Bon, donc dans le film que je viens de projeter, les sirènes sont parfaitement invisibles. On se contente de les entendre. Donc ça c'est le côté fidèle, on va dire, effectivement, du réalisateur à l'égard du texte homérique. Après, le réalisateur a pris des libertés, c'est pas du tout une critique, on a bien le droit de prendre des libertés quand on adapte un texte. Et donc, où est la liberté? La liberté, elle est dans ce que l'on entend. Alors, je vous écoute. Pourquoi est-ce que je dis finalement que le réalisateur a pris des libertés? Réfléchissons 2 petites minutes. On a vu qu'avec Homère, finalement, les sirènes évoquaient le siège de Troie, premièrement, et deuxièmement, elles évoquaient l'omniscience qu'elles ont absolument de tout. Omniscience, omniscere veut dire tout savoir. Donc l'omniscience des sirènes ainsi que la préscience, la connaissance de l'avenir, sont des choses effectivement qui vont attirer Ulysse, qui vont attirer les compagnons d'Ulysse. D'accord. Ce n'est pas du tout ce que l'on voit dans le film, ce que l'on entend dans le film. Que se passe-t-il? Ce n'est pas par rapport à une prétention de savoir que les sirènes attirent Ulysse dans leur filet, c'est simplement en se mettant à la place de personnages. Les sirènes, en fait, prennent la voix de qui? Les sirènes prennent la voix de Pénélope, la femme d'Ulysse, et de Télémaque, son fils, d'accord, pour faire mal à Ulysse en quelque sorte, pour vraiment lui dire « mais je veux absolument vous revoir, ça fait trop d'années que je ne vous ai pas vu ». Donc en fait, on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est plus la question du savoir qui est à l'œuvre dans la réalisation de ce film. C'est clair? Comment est-ce que le réalisateur s'y prend maintenant pour faire entendre le chant des sirènes? Est-ce que les sirènes, elles chantent dans le film? Non, elles ne chantent pas. Elles parlent. Elles parlent, mais vous avez remarqué qu'en fait, il y a 2 voix qui se superposent. Il y a la voix des sirènes, effectivement, qui parlent, et derrière, il y a une musique, d'accord? Il y a comme des vocalises, effectivement, qui suggèrent le chant. Ça va, c'est clair? Je pense que le réalisateur a fait cela pour que l'on puisse bien comprendre les paroles des sirènes. Bon, alors imaginons maintenant un travail d'écriture que je pourrais vous demander. De la même manière que le réalisateur Mario Camerini, je suis d'ailleurs désolé, je me rends compte que je ne l'ai pas nommé, je parle toujours du réalisateur mais je ne donne pas son nom, Mario Camerini, que vous voyez représenté ici sur votre droite, vous avez une photographie. Donc de la même manière que ce réalisateur qui a en quelque sorte adapté le texte d'Homère, eh bien vous pourriez imaginer aussi, eh bien si vous étiez une sirène, que diriez-vous par exemple à un élève
qui est chez lui en ce moment, d'accord, et qui attend désespérément de reprendre les cours au lycée français de Barcelone. Donc on pourrait imaginer une rédaction effectivement où vous êtes une sirène et vous voulez absolument séduire un élève. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous n'allez pas lui dire que vous avez tout le savoir parce qu'il s'en fout complètement. Vous allez forcément lui dire autre chose. De la même manière que le réalisateur a imaginé que pour pouvoir séduire Ulysse, il fallait se mettre en quelque sorte à la place de Pénélope et à la place de son fils Télémaque. Ça va, c'est clair? Alors, je termine cette séance en vous parlant maintenant, ou plutôt en vous rappelant donc qu'il existe sur le site de la Bibliothèque nationale de France une exposition consacrée à Homère. Et d'ailleurs, regardez attentivement, vous voyez le dessin qui est représenté, on voit effectivement des êtres oiseaux, des femmes oiseaux, ce sont les sirènes. Et le dessin que vous avez donc en filigrane qui est représenté sur la couverture de l'exposition d'Homère, sur Homère, ce dessin-là est en fait extrait d'un vase que vous avez sur votre droite, d'accord? Voilà, qui représente la fameuse scène où Ulysse est attaché au mât. C'est peut-être l'une des scènes les plus importantes de l'Odyssée. Bien, voilà, j'ai terminé ce cours sur les sirènes, c'était la séance 6. La prochaine fois, on abordera la comparaison de deux tableaux, donc on poursuivra notre étude du texte homérique, je vous le relirai une dernière fois, et on comparera deux tableaux qui s'inspirent du même épisode pour en essayer d'envisager les similitudes mais aussi les différences. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.